Vous parlez à un moment donné de Christiane Taubira que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Oui. Et donc vous parlez du fait de dépasser les obstacles. C'est-à-dire, vous aviez peur de la rencontrer ou c'était pour vous une figure tellement importante que c'était un défi pour vous d'être en face d'elle? Vous savez, moi j'ai rencontré Madame Taubira ici, dans le cadre de ces conférences. Oui. J'étais un peu surpris par la portée de son message. Je me demandais qu'est-ce qu'elle pouvait bien nous apporter, cette femme. Mais elle m'a vraiment agréablement surpris. Et quand j'ai pensé à écrire mon essai politique, j'ai dit, ah mais ça va, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail, je lui dirai, madame, pouvez-vous m'aider à écrire le mail? Je n'avais jamais lu ses œuvres. Alors, je l'ai écouté quelques fois. Et puis, bon, j'ai envoyé ce mail à un de ses collaborateurs. Une semaine après, je n'avais pas de nouvelles. Et puis, j'ai dit, mais tiens, pourquoi elle ne me répond pas? On n'est pas amis, on n'est pas des amis. J'ai envoyé ce mail, je dis, elle ne me répond pas. Alors, je me suis intéressé à ses œuvres. Oui. Parce que quand j'ai lu ses œuvres, je me suis dit, oh là là, je me suis dit, à quoi est-ce que je me suis attaqué? J'ai essayé de parcourir quelques-unes de ses œuvres. J'ai vu la profondeur du message qu'elle transmettait. C'est pour ça que je parle de la force, de la puissance de ces mots, Et puis, moi qui n'ai jamais écrit, qui n'étais même pas encore écrivain à l'époque, dis, ah, tiens, je vais aller m'inspirer de son exemple pour avancer. Je crois que c'était oser. Mais quelque part, je dis, il faut oser. J'ai dit, il faut se mesurer à l'obstacle pour avancer. Et c'est aussi un message que j'aimerais partager avec la jeunesse. Ne vous sous-estimez pas. Essayez toujours. Vous n'atteindrez pas, peut-être pas le sommet, mais vous atteindrez un niveau acceptable. Je vous ai dit tout à l'heure dans une des conversations, je le mets dans un de mes tweets, j'ai dit, la chance n'existe pas. J'ai dit, ce que nous obtenons est à la hauteur de notre intelligence et de notre détermination. Et ce qui détermine le résultat qu'on a. Et j'ajoute en disant, l'excellence, c'est d'y avoir pensé. C'est le chemin qui vous amène à partir d'une idée que vous avez et par rapport au résultat que vous obtenez. C'est un peu le conseil que je donnais à mes jeunes frères ici hier. J'ai dit l'excellence dans cette galerie, c'est d'y avoir pensé. C'est ce qui nous amène là. Je crois que c'est ce qui peut inspirer d'autres personnes à améliorer ou à faire pareil. Oui. Voilà. Merci. Très bien. Je voulais justement vous poser la question de où puisez-vous votre motivation dans les moments où justement vous êtes découragé ou dans les moments où vous êtes fatigué? Comment faites-vous? Ça pose aussi un peu la question du processus créatif. À partir du moment où je dis que l'échec n'existe pas, je dis il n'y a que des expériences qui existent. Quand j'ai un problème, je me dis, j'ai un choix. Je suis en train de passer mon chemin, vous m'agressez. J'ai le choix entre accorder la priorité à ce que je veux faire ou me laisser distraire parce qu'il vient de m'arriver. Donc, quand il m'arrive un problème, j'essaye de relativiser. Je me dis peut-être que la personne qui m'agresse ou qui me distrait est ignorance. Je pense beaucoup à l'ignorance parce que nous vivons dans un environnement où les pressions ne nous laissent pas toujours la possibilité de nous regarder. Alors nous vivons aussi dans une forme d'ignorance qui nous pousse, qui nous ouvre la porte à certaines agressivités, qui nous ouvre la porte aussi à certains mots que nous vivons quotidiennement dans la société. Parfois parce qu'on n'a simplement pas suffisamment le temps de se regarder. Donc surmonter ces difficultés, c'est de porter un regard sur moi. Qui suis-je? Qui est l'autre? Où je vais, c'est l'interrogation que vous trouvez aussi dans l'essai politique quelque part. D'ailleurs, à ce propos, la question de qui suis-je, quand vous dites que vous êtes parfois agressé ou vous subissez des discriminations, c'est parce que finalement l'autre vous voit d'une certaine manière qui est différente de la façon dont vous voyez. Oui. Et donc ça nous amène au texte « Je suis métisse », dont je vais lire un court extrait, si vous voulez bien. « Je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs, je suis ce que le blanc ne veut pas devenir, je suis la preuve que le noir peut devenir blanc. Et l'autre, lui, il est comme moi, mais il me traite de noir. Son origine noire, il ne l'accepte pas, il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est ce qu'il ne veut pas que je sois. Il me regarde, je l'observe, les tourbillons de notre société nous rapprochent, les réalités du quotidien nous séparent. Son rêve de supériorité fait de moi son second.
Il me regarde, je l'observe, je suis métisse, je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs. Pour mon père, j'étais sa fierté. Pour ma mère, j'étais son enfant chéri. Pour elle, je suis la preuve que nous n'avons pas de couleur. Elle m'a enseigné son histoire. Ils m'ont donné ma place. J'ai décidé d'y arriver. J'ai décidé de réussir. Je suis le blanc des noirs, je suis le noir des blancs. Mon apparence est noire, mes pensées sont blanches. Le jour que j'ai franchi cette porte, je suis devenu le petit blanc des blancs. Le jour où j'ai franchi cette porte, je suis resté le blanc des noirs. Mes pensées sont blanches, mes actions sont blanches, mes réactions sont noires. J'ai changé un regard, le mien. J'ai changé un regard, celui de l'humanité. J'ai changé un regard, celui du noir que je suis. Je symbolise la promesse de l'avenir. Je suis métisse. Je suis le blanc des noirs. Je suis le noir des blancs. Sans moi, quelle serait la couleur de notre humanité? Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'ai trouvé que c'était un texte vraiment puissant à plein d'égards. Déjà parce que moi, je me suis reconnue dans ce texte, évidemment, puisque j'ai grandi, je suis née en Belgique, j'ai des parents d'origine congolaise, et donc je me considère effectivement comme une métisse culturelle, étant donné que j'ai grandi dans un environnement principalement blanc, avec des parents africains, donc ils m'ont quand même inculqué aussi leur tradition. Et donc effectivement, c'est toujours un problème de trouver sa place et de se sentir noir en Europe et blanc en Afrique. Donc quand je suis retournée au Sénégal, on m'appelait la Toubab noire. J'ai appris ça sur la fin. Je trouve ça marrant, mais c'est vrai que c'était quand même très représentatif. Et alors vous dites qu'en même temps, votre père était fier de vous, votre mère vous a donné tout son amour, et que grâce à ça, ça vous a permis de trouver cette place. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément... après, chaque personne a son parcours, mais c'est quelque chose qui peut venir seulement... il se peut que ça vienne sur le tard. C'est en grandissant avec la maturité que je trouve qu'on apprend à consolider tout ça, à consolider justement sa partie blanche, sa partie noire, et à comprendre que voilà, ce que nos parents nous ont transmis, c'est une force pour justement dépasser tous ces obstacles et aller de l'avant. Donc voilà, je trouvais que c'était un très beau texte que j'avais envie de lire. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce texte, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez une question? Non? Donc voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir par rapport à ça. Non, j'ai pas grand-chose. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de qui suis-je. Oui. Moi, je dis parfois à ceux qui me demandent, quand ils me regardent, ils me disent, vous venez d'où? Je dis, je suis belge. Je suis belge. Mais avec ma particularité, je suis belge mais noir. Je suis belge grand, je suis belge beau, je suis belge palais, il y a des belges, voilà. Le fait d'être blanc ou noir, jaune ne suffit pas dans notre société. Ce n'est pas une référence à être métisse, ce n'est pas une référence à être noir. Il faut tout simplement être soi-même. Il faut être soi-même. Quand je parle de la mère, du père, c'est-à-dire ce sont ces valeurs qu'on inculque à l'enfant, au-delà de l'apparence physique. J'ai mon apparence physique qui est le mien, qui me destine à faire des choses différemment. Et cette particularité, je l'écris d'ailleurs dans le t-shirt, c'est une richesse. Il faut s'en approprier. Il faut se l'approprier. Je dis aux jeunes qui sont ici, quand ils me disent, ils sont racistes, ils ne m'aiment pas. Je dis, mais à qui est-ce que tu t'adresses? Je dis, tu es belge, avec ta particularité. Voilà. Ne cherche pas à acheter le club de Bruges si tu n'as pas les moyens de le faire. Ça ne va pas marcher, donc il n'y a pas de racisme. Il n'y a que ton niveau d'intelligence ne te permet pas d'arriver là où tu dois arriver. Regarde-toi, il y a toujours moyen d'y arriver. Moi, je parlais à un jeune en parlant de football, qui joue au foot, on est arrivé au club de Bruges. Il me dit, ah oui, ils sont racistes. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu es? Définis-toi. Ah, je suis africain, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis un footballeur. Footballeur, oui. Est-ce que tu es un bon footballeur? Il me dit oui. Je lui ai dit, tu sais, s'il y a 1000 racistes à Bruges et qu'il y a 200 qui aiment le football, tu auras 200 admirateurs. Et gérer ces 200, c'est pas facile. Tu n'auras même pas le temps de voir les 800 qui ne t'aiment pas. Donc, regarde-toi, regarde ce que tu es capable d'apporter. Regarde ce que tu es par rapport à ton environnement. Je pense que c'est le plus important. Je pense que le débat des métis, c'est un faux débat. Vous le voyez là dehors, vous voyez certains gens, surtout ceux du Maghreb, et quand ils vous regardent, ils vous disent, ah oui, mais c'est un africain, mais enfin, quand je leur dis, mais oh là, tu es né comment là? Tu passes par où? C'est quoi? D'ailleurs, dans le livre, je parle de femmes noires du Maghreb.
Je dis, on n'en parle pas. Vous ne pouvez pas avoir une seule publicité avec qui fait référence à cette femme noire qui est à l'origine de cet être qui a ce peau métissée et qui ne se reconnaît pas. J'ai dit, pourquoi ne pas en parler? Est-ce que c'est une honte? J'ai dit, c'est un développement normal. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de l'apparence plurielle de la femme. Quand j'écris mon texte, quand vous voyez une femme, je dis, elle est plurielle, l'enfant qu'elle porte. Est-ce que l'enfant qu'elle porte est noir? Est-ce que l'enfant qu'elle porte est métisse? Ou est-ce que l'enfant qu'elle porte est blanc? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit, ce sont des réalités de notre société. Moi, je crois qu'il faut le banaliser. Cette histoire d'apparence physique, ça nous destine à faire les choses d'une autre manière, d'affirmer notre différence dans ce que nous faisons. C'est un peu ce que je voulais dire pour ajouter. Quand vous parlez de la femme noire maghrébine, justement, je vous recommande un film qui s'appelle Un fils, d'un réalisateur qui s'appelle Mehdi Barsaoui, qui est tunisien. Vous l'avez vu? Non. Non, bah en tout cas, je vous le recommande. Je crois qu'il est encore en salle. Et en fait, dans le film, à un moment donné, on voit une femme noire médecin. Et donc, évidemment, je suis allée le voir et je lui dis en tout cas, merci, c'est super. Et il dit, c'était important pour moi parce qu'effectivement, il y a beaucoup de racisme envers les Noirs en Tunisie. Et c'était important pour lui de montrer qu'une femme noire pouvait être médecin en Tunisie. Et donc voilà, c'est par de ce genre de représentation que petit à petit, je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Et je voulais aussi vous poser donc la question puisque vous posez la question à ce jeune ou à ce jeune footballeur, à qui parles-tu? Donc à qui est destiné votre livre? À qui est destiné mon livre? J'ai envie de dire que mon livre est destiné à vous. Mon livre est destiné à cette jeune génération qui se pose des questions. Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu ces jeunes de Black Matter marcher, je me pose des questions. Je dis, mais quel avenir pour cette jeunesse? J'ai écrit un texte que je n'ai pas publié. Là, dans le texte, j'ai dit, je m'interroge. Et j'ai dit, dans 50 ans, nous serons tous morts. Dans 50 ans, nous ne serons plus héritiers de rien. Que voulons-nous laisser à notre jeunesse? Quel héritage voulons-nous laisser à notre jeunesse? Donc, vous voyez, je m'adresse plus à la jeunesse, parce que c'est à elle qu'il revient de construire l'avenir. Elle doit s'approprier les différents messages qu'on lui adresse dans ce monde matériel, qui laisse malheureusement très peu de place à la réflexion. J'aimerais, avec ces bouts de vérité, comme je dis, interpeller cette jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plutôt écrit un essai poétique. Quand vous parlez de solitude invisible, ça permet à une maman d'interpeller, par exemple, son enfant à la maison. Aujourd'hui, vous avez des parents qui pensent vivre avec leurs parents, avec leurs enfants. L'enfant rentre le soir, il a son iPad, la maman a son iPad, et puis quand il se passe des problèmes, on dit « Ah, mais c'est dommage, il est souvent avec nous, comment est-ce possible ?» Mais non. L'enfant vit dans son coin, l'enfant vit dans une forme de solitude, une solitude que vous avez créée, en lui offrant un GSM sans le préparer par rapport à ça. Vous voyez un peu cette situation que vous créez. Donc mon livre s'adresse un peu à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à une catégorie en particulier, ça s'adresse à la jeunesse. J'ai dit, la jeunesse, c'est moi, c'est vous. Tant que vous pensez que vous êtes jeune, vous pouvez vous influencer le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, ce livre s'adresse un peu à cette jeunesse-là. Bien, merci. J'avais envie de vous poser une question. Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Je voulais savoir, y a-t-il une personnalité qui vous inspire particulièrement, vivante ou morte? Je vous ai parlé de Christiane Taubira. Je ne veux pas commencer à faire la liste maintenant. Vous me demandez une personnalité. Je pense qu'elle m'inspire beaucoup. D'accord. S'il y avait une autre personne, au cas où. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et puis, d'ailleurs, j'apprécie le fait que vous ayez accepté de m'interviewer. J'apprécie le fait que vous vous ayez approprié ce texte et par rapport à ce que vous me posez comme question. J'espère que ça va pouvoir instruire au-delà. J'espère aussi. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci. Donc, vous êtes une personnalité que j'apprécie. Merci. J'avais juste une dernière question avant de clôturer et après, évidemment, on pourrait continuer cette conversation autour d'un verre. Oui, le recueil se divise donc en deux parties et il est également illustré par des œuvres de différents artistes. Et donc, je voulais savoir quel était le choix, comment s'était fait ce choix des œuvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon action, c'est d'avancer, c'est aller de l'avant. Je vous ai parlé de l'œuvre de cette jeune fille, j'en ai déjà parlé à quelques-unes, qui est un tableau qu'elle a fait. Je l'ai acheté ce tableau, ce tableau qui sera mis
qui sera mise en vente. J'en ai parlé avec Federico, d'ici là on verra, pour soutenir son œuvre. Et c'est une jeune fille qui a fait preuve de courage, dans le sens qu'elle est sortie de la rue, elle est devenue artiste, maintenant elle dessine, et elle a envie de continuer à défendre ses enfants, ses orphelins. Parce qu'elle a été adoptée par une famille qui l'a complètement martyrisée, malgré tout, voilà. Elle a eu la chance d'être reprise par un orphelinat qui a pu lui donner sa chance de faire ses études. Donc aujourd'hui, elle est vraiment artiste. Elle demande d'aller plus loin, à s'exprimer. Donc ce tableau-ci, elle parle de reconstruction. Ce n'est pas la tristesse, c'est pas de reconstruction. Et à l'intérieur de ce livre, il y a une certaine Madame Osni, qui est justement d'origine maghrébine, qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle est artiste. Elle ne pouvait pas dessiner. Elle a dû partir de chez elle avec ses 2 enfants et pour vivre son art. Et bon, le troisième, la tapisserie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est cette fameuse tapisserie du XIIe siècle en Flandre ici, qui parle du développement de l'économie en Flandre au XIIe siècle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Fonqueux de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir expliqué en quoi consistait votre recueil. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de le lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et donc nous pouvons continuer cette entrevue, cette rencontre avec vous tous. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Et merci à Just We Art et Haute Galerie Rue Haute. Merci, à bientôt. Je vous ai là, ma poitrine, je m'inquiète.